bienvenue sur la chaîne YouTube de MeTooWe, l'intelligence du lien. C'est une grande joie aujourd'hui pour Elisabeth et moi d'accueillir Arnaud. Arnaud Gouillard est une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer à distance à travers LinkedIn. Et j'ai été marqué par comment dire, à la fois la pertinence de ses propos. C'est quelqu'un qui prend position, c'est quelqu'un qui a des convictions, qui les défend. Et je vous invite vraiment déjà, première action, à le suivre parce que Mhm. c'est toujours très très riche, c'est toujours très très argumenté. Et c'est vraiment une source de réflexion pour moi qui suit l'enjeu de la qualité des liens et de la santé mentale comme ça. Donc voilà, pour Elisabeth et moi, c'est vraiment une personne ressource et dans les deux sens du terme, qui nous ressource par les perspectives qu'il apporte mais aussi par le fait que ces postes sont toujours très très nourris. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Arnaud. Ensuite, on va l'interviewer sur deux grands thèmes qui lui sont vraiment, qui lui collent à la peau, j'ai envie de dire. C'est à la fois le lien social et puis aussi la santé mentale. Alors, pour vous présenter Arnaud de façon plus concrète, pour moi, c'est un acteur clé. Aujourd'hui, je crois même 16 000 followers sur LinkedIn, quelque chose comme ça. Je regarde pas Donc, précisément, mais oui, oui. dans le domaine de la santé publique et aussi dans le domaine de l'innovation sociale. Il est le cofondateur de la Fédération des liens sociaux, donc que vous pouvez voir en background, et je vous invite à mettre nosliens.fr en favori dans votre navigateur. Et c'est vraiment son fer de lance, c'est le renforcement des liens sociaux, c'est la promotion de la santé mentale. Et on va parler tout à l'heure de la nuance entre la santé mentale et la maladie mentale. Je sais que c'est un sujet qui te fait réagir. Euh, voilà, c'est vraiment le cœur de son domaine. Et une chose peut-être inattendue à son sujet, c'est qu'il est le trésorier de l'association Don Bosco. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Euh, Non, 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 tu non, non, croyais? non, Tu l'es non. plus? Alors j'ai des liens, oui, par le passé, mais pas précisément en tant que qualité de trésorier, voilà. D'accord, bah, je croyais que tu étais, j'avais vu ça sur ton profil. Donc voilà, ça se précise. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce que j'aurais loupé dans ta présentation, Arnaud? Tu as dit l'essentiel. Déjà, grand merci de ce temps. Je suis ravi de partager ce moment à vos côtés. Voilà, oui, effectivement, donc j'assure actuellement la fonction de délégué général d'une association, voilà, qui est toute récente, hein, qui a été créée il y a moins d'un an. À l'origine, je suis professionnel de santé. Voilà, j'ai débuté ma carrière au plus près des personnes, voilà, en tant qu'infirmier. Voilà, j'étais infirmier. Il y a maintenant quelques années. Voilà, j'ai évolué ensuite dans le domaine de la santé publique. Voilà, et fasciné effectivement depuis de nombreuses années euh, par une approche globale de la santé. Je crois que c'est surtout ça qui anime mon regard, mes contributions. Hmm. Effectivement, aborder avec nuance euh, la personne dans toutes ses dimensions. Et dans ce cadre-là, effectivement, le lien social a pris de la place dans ma vie, dans mes préoccupations. Je pense que c'est à la fois lié à des constats. Tu disais que j'étais quelqu'un d'argumenté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rationalité dans ce que j'évoque souvent. À des constats et puis également à des opportunités, souvent, à des rencontres qu'on peut faire aussi. Donc, je suis très heureux aujourd'hui, voilà, de porter ce sujet dans un pays qui en a bien besoin et qui paraît aussi en retard sur le sujet, voilà. Hmm. Ouais. Alors justement, Arnaud, on est vraiment en plein dans la question suivante. Quels sont les événements dans ta vie qui t'ont amené à cette question du lien social, qui ont fait que tu t'es autant investi, que tu t'investis autant? Qu'est-ce qui t'a amené là à titre personnel ou pro? Mais voilà, qui es-tu? Ouais. Avant tout, peut-être Alors, je parlais de mon parcours de professionnel de santé, mais c'est vrai que c'est la question de l'accompagnement des personnes, en fait, hein, je pense que j'avais même pas nécessairement conscientisé le constat que j'ai pu faire là finalement assez récemment suite à des rencontres. C'est vrai que
J'ai à plusieurs reprises dans mon parcours rencontré effectivement l'isolement des personnes et leur solitude. J'étais surpris de voir à quel point cette question-là était finalement assez centrale euh, pour un grand nombre de personnes. J'ai travaillé en cancérologie, j'ai travaillé dans le secteur des addictions, plus récemment dans le domaine de la santé mentale, et finalement dans des domaines assez variés, assez différents. Mm. Cette question était très régulièrement mise sur la table en fait par les personnes que j'accompagnais, des patients, leur entourage aussi souvent. Et donc ça, c'est quelque chose qui revenait systématiquement et qui m'intriguait en fait. Et je savais finalement pas en tant que professionnel de santé quoi en faire. C'était assez Mm. bizarre de dire. Et finalement, j'avais même tendance à l'évacuer en disant, bah, ça c'est plutôt une histoire personnelle, une affaire qui les concerne, entre guillemets. Et donc, finalement, chaque fois, je me suis heurté à cette question sans finalement la prendre aussi à mon compte. Mm. Et puis là, plus récemment, effectivement, bah, suite à des constats, j'ai pu voir à quel point bah, on pouvait travailler sur le sujet et qu'en tant que professionnel de santé, on était aussi tout à fait légitime à le faire. Et puis plus personnellement, parce que c'est aussi ça, je pense souvent, qui nous traverse. C'est vrai que moi-même, j'ai rencontré l'isolement, j'ai rencontré la solitude, alors à la fois en tant que dirigeant, parce que dans mon parcours, ensuite j'ai dirigé des organisations, puis j'ai rencontré l'isolement tout en étant, plutôt la solitude d'ailleurs, tout en étant Mm. plutôt entouré d'un grand nombre de collaborateurs. En tant que dirigeant, c'est très fréquent. Puis même en tant que alors là, c'est plutôt la personne qui vous parle. C'est vrai que je suis porteur d'un handicap. Et donc, en tant que personne en situation de handicap, c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point ce qui nous caractérise aussi peut parfois aussi nous atteindre dans notre environnement social. Et ça, c'est aussi une expérience tout à fait personnelle que j'ai pu faire qui m'a amené finalement à chercher à œuvrer, à faire de ces questions et de ces moments aussi de doute aussi personnel, se dire, bah, effectivement, on peut faire quelque chose. Et donc, au cœur de mon engagement, il y a toutes ces dimensions. Mm. Alors déjà, dans ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire une nuance entre isolement et solitude à un moment donné. Oui. C'est quelque chose aussi. Est-ce que tu peux nous préciser justement cette dimension? C'est quoi la différence entre la solitude et l'isolement? Ouais, alors c'est intéressant parce que bah, en France, on a la particularité d'avoir ces deux mots, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres langues, hein, mais en France, on a la particularité d'avoir ces deux mots. Et il y a une autre représentation que je vois très souvent, alors pour dire les choses un peu simplement, ça serait de dire que l'isolement, c'est mal, et la solitude, bon, bah, c'est bien, voilà, ça peut être aussi une façon de se réaliser. Euh, alors, voilà, ça, c'est pour nous un certain nombre de représentations qu'on voit très fréquemment avec mes collaborateurs au sein de la fédération. Et bah, voilà, en fait, il y a des définitions assez simples, hein, parce que l'isolement, c'est une situation déjà, c'est caractérisé par un manque de relation. Mhm. Voilà. C'est plutôt quelque chose vu d'un tiers, qui regarde une situation extérieure et qui voit effectivement, bah là, il manque de relation. Donc, en France, on a plutôt tendance à parler de l'isolement, effectivement, l'isolement des personnes âgées, etc. Et puis la solitude, alors là, on est plutôt dans quelque chose qui est du ressenti, euh, voilà, qui se caractérise souvent par une sensation désagréable, Mhm. Mm. là aussi, qui peut être liée à un manque de relation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se positionne plutôt du côté de la personne, du côté de la subjectivité, de son expérience. C'est ça. Donc on est sur deux phénomènes finalement très différents qui sont absolument pas interchangeables normalement. Mais en Mhm. France, on a tendance un petit peu à assimiler les deux, alors qu'en fait, c'est effectivement des choses très différentes. Et ce qui devrait, alors ce que je dis très souvent, ce qui devrait surtout nous préoccuper, c'est plutôt la solitude en fait, dans les pays notamment avec lesquels on collabore, hein. Au sein de la fédération, on échange beaucoup avec nos homologues à l'international. C'est vrai que la solitude revient énormément dans les préoccupations, notamment en matière de politique publique, d'action, tout Mhm. simplement parce qu'en fait, bah, voilà, on se préoccupe en fait de la réalité de la personne avant tout. Donc c'est pas parce que vous êtes isolé, que vous manquez Mhm. objectivement de relations, que vous êtes nécessairement pas bien. Et c'est Mhm. pas parce que voilà, vous êtes
entouré de nombreuses personnes que vous n'êtes pas seul, vous ne ressentez pas la solitude. Donc en fait, ce qui nous préoccupe avant tout, c'est effectivement, ça devrait être la solitude. Et puis Mm. un autre aspect très vite, ce qui devrait nous préoccuper avant tout, c'est le caractère chronique. En fait, c'est l'installation de la solitude. On peut rencontrer dans sa vie des moments de solitude, et je Mm. pense qu'on les a tous rencontrés. Un grand nombre d'entre nous a rencontré la solitude dans sa vie. Mais en fait, ce qui va surtout nous préoccuper, et ce qui peut être délétère pour soi ou pour la société, c'est effectivement quand la solitude s'installe, quand elle se chronicise, quand elle dure. On parle de boucle descendante de la solitude. C'est vrai que c'est cette idée progressivement d'une solitude qui se chronicise, qui s'installe, quoi. Mm. Dans ce que j'entends, finalement, il y a un critère extérieur, l'isolement, en relation avec un critère intérieur à la personne, qui est celui de la Tout à fait. solitude. D'accord. Tu peux Ouais, nous en ouais, et puis dire je crois plus? qu'en France, il y a eu vraiment beaucoup de travaux qui ont été menés sur ces domaines, avec à chaque fois. Alors, c'est pour ça que je parle de travaux, parce qu'en fait, c'était l'idée d'avoir un observateur, et en fait, voilà, du coup, on se place du côté de l'isolement. Et Mm. donc, c'est pour ça que le terme solitude reste quand même un terme qui est difficile à emprunter, notamment pour les experts du sujet, parce qu'effectivement, on se place plutôt du côté de la subjectivité. Donc, tout de suite, c'est un petit peu moins maîtrisable, c'est un petit peu moins objectivable. Donc, c'est vrai que du coup, on a du mal en France à parler, dans le pays de la rationalité, on a du Mm. mal à parler de cette solitude, en fait. Et puis, par ailleurs, alors ça, c'est un autre aspect, mais il y a énormément de tabous Mm. Mm. à parler de la solitude. C'est très difficile hein, d'en parler. Peut-être encore un peu plus, ça, j'ai du mal à le comprendre complètement, mais voilà, c'est très lié aussi à notre culture. Voilà, on voit sur toutes les mairies le terme fraternité. Donc, pays de la fraternité, parler de la solitude, c'est extrêmement étrange et voire même tabou. Ouais. Mm. Mm. Est-ce que tu parlais d'une spirale descendante de... Alors, c'est de l'isolement ou de la solitude? Alors, on parle plutôt de spirale descendante de la solitude. De la solitude. Elle a été identifiée, cette spirale? Elle Oui, existe? oui, elle est documentée. Tu peux nous en donner Ouais, ouais, c'est quelques cette éléments idée. clés? Comment? Tu peux nous en donner quelques éléments clés? Oui, alors en fait, ce qu'on met souvent en évidence déjà dans le démarrage de cette spirale, c'est un événement. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi l'idée de dire que c'est pas une histoire de personnalité, c'est pas une histoire de caractère, même si effectivement on peut avoir dans la façon dont on s'est construit un rapport aux autres qui est effectivement très, très personnel, hein. Mais voilà, ce qu'on met en exergue dans cette compréhension de ce phénomène, c'est plutôt effectivement le point de départ qui est lié souvent à une situation de rupture, une situation de changement. Ça peut être un deuil, ça peut être un déménagement, ça peut être une perte d'emploi. Voilà, voilà, c'est ces moments de vie finalement qui sont des moments de vie de transition, un passage à la retraite, etc. Donc, on sait que c'est vraiment le point de départ. Donc, on devrait finalement aussi être très vigilant à ces moments, en fait, et à partir de là, effectivement, on a une personne qui va progressivement, ça se fait de façon souvent assez insidieuse, voire même pas nécessairement très inconfortable, hein. Une solitude qui s'installe, c'est une solitude qui s'intègre progressivement à un fonctionnement. Donc progressivement, la personne va perdre en relation dans son environnement, va revisiter complètement ses habitudes de vie. Euh, et on arrive ensuite dans un état comme ça de perte de relations, de comportements prosociaux qui s'altèrent, qui se réduisent, voire même à une situation d'évitement. Donc vous allez avoir vraiment des personnes qui ressentent la solitude, mais qui vont chercher aussi à éviter presque à tout prix les moments où ils peuvent rencontrer d'autres personnes. Et ça nous amène aussi à se dire que finalement, on aura beau dire à ces personnes, ben, il n'y a qu'à rencontrer un tel ou un tel, ben, généralement, les situations sont tellement évitées que ce n'est plus la peine. Donc, finalement, on arrive effectivement à cet état on pourrait presque dire un peu de mort sociale, hein, où effectivement toutes les relations sont très altérées. Et donc, ce qui est intéressant dans cette compréhension, c'est aussi
le mécanisme inverse, c'est-à-dire se dire, ben, euh, pour sortir de cette condition, il faut aussi du temps, il faut alors, ce qu'on appelle la spirale ascendante, donc des étapes, vraiment. Alors, peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi bah, l'atteinte aussi sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, l'estime de soi. Donc c'est à la fois effectivement le délitement des relations, mais c'est aussi le délitement de sa capacité à faire face, à sa capacité euh, d'estime, bah, son estime de soi elle-même, donc qui progressivement effectivement peut aussi être altérée. Euh, voilà. Et donc vraiment cette perspective pour pouvoir sortir de cette situation, d'un processus qui doit passer par plusieurs étapes, par un processus qui nécessite du temps très souvent. Voilà, ça se dégrade pas d'un coup de baguette magique. Ouais, Alors, moi, ce qui m'interpelle là, c'est que tu nous partages les aspects négatifs de la solitude qui est subie Oui, quelque part, hein. Et en même temps, parallèlement, il y a des moments de solitude choisis et nécessaires. Et tu as évoqué tout oui, à l'heure la prise de conscience des personnes. Donc, oui, pour avoir une prise de conscience, pour s'engager dans un mouvement, pour porter un projet, cette solitude est aussi nécessaire et oui, nécessite aussi certaines compétences de prise de conscience de qui je suis, de ce qui m'anime, etc., etc. Et du coup, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quoi toi tu te relis en toi pour justement, ou à quoi tu t'es relié et tu te relis encore, j'imagine, pour porter justement tout ce que tu portes aujourd'hui. ouais. Alors, bah ça c'est effectivement quelque chose aussi que j'entends très souvent. Effectivement aussi cette distinction entre une solitude subie et une solitude choisie. Alors oui, on peut penser effectivement nécessaire ces moments de ressourcement finalement, ces moments coupés des autres. Alors ce sur quoi peut-être c'est pour nous un peu difficile, c'est que ben, en fait toute la littérature nous amène à penser que la solitude ben, est néfaste en fait, et donc le fait de penser bah, qu'elle puisse être à un moment donné acceptée et un moment ressource, ça peut paraître comme ça un petit peu antagoniste avec nos constats. Nous, on arrive à envisager cette préoccupation-là en se disant qu'effectivement, ça sera euh, inscrit dans un temps assez court. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ce qui doit nous préoccuper, c'est la solitude chronique. Bah, pour tout vous dire, j'ai échangé la semaine dernière avec un berger. euh, qui vit au quotidien cette solitude et qui l'apprécie plutôt bien en fait, et voire même il a fait son métier en recherchant cette solitude. Et quand je lui ai dit à quel point bah, ça pouvait être aussi un risque pour sa propre santé, c'est vrai que je pense qu'il n'avait pas du tout conscience de l'impact en fait de cette solitude. Sur son propre état. On est vraiment en face d'un phénomène qui parfois est complètement intériorisé, intégré, accepté. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut coûte que coûte sortir les gens Oui. de ça, mais c'est vrai on est aussi, moi je réagis parfois, enfin, tu parlais d'engagement, Jean-François, tout à l'heure, mais parfois je réagis aussi un peu directement sur ces propos qui peuvent nous laisser à penser une espèce de fascination de la solitude. Dernièrement, je lisais un article sur effectivement cette espèce de fascination de la solitude dans nos cultures occidentales aussi, hein, qui sont très individualistes. Et ça, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ce discours, et, parce que je pense qu'on est un animal social, qu'on a besoin de ce lien social, que c'est vital pour nous, voire bah, extrêmement précieux aussi pour son développement, voire précieux pour nos sociétés. Et donc, voilà, je suis un peu contrasté avec ce type de valorisation, et je lis souvent, hein, effectivement. Voilà, et donc bah, moi personnellement, effectivement, j'ai des moments bah, où effectivement j'essaye de cultiver aussi ces moments d'ennui, ces moments de créativité. Alors, très souvent, malgré tout, ça se fait par un objet, par un objet de médiation, un livre.
Voilà, je regarde, je suis aussi beaucoup investi dans l'art aussi, donc voilà, c'est des moments un peu pour moi de contemplation, où l'imaginaire vraiment surgit. Voilà. Mais en tous les cas, j'essaye en tous les cas que ces moments-là soient assez courts dans le temps et que ça soit surtout mis au service de mon engagement. Voilà. Hmm. Mm. Et alors, si on se place maintenant du point de vue des gens qui nous regardent et qui peuvent se sentir seuls Oui, ou isolés, oui. euh, toi, avec ton expertise, qu'est-ce que tu peux, et aussi au sein de la fédération, mais surtout toi, qu'est-ce que tu recommandes? Tu as parlé de comportements prosociaux, tu as parlé aussi de, ça pourrait être une compétence finalement. Imaginons quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, mais je me sens seul, je me sens isolé, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Alors c'est une question compliquée parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse standard. Déjà, c'est important de le dire. Je pense euh, voilà, la littérature nous donne effectivement quelques repères. Hmm. Je les évoquerai, hein. Mais peut-être ce qui est important de se dire, c'est qu'effectivement, en premier lieu, c'est déjà de se connaître soi. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que toutes ces recettes qu'on peut voir à droite et à gauche, finalement, elles ne nous correspondent pas nécessairement. Je pense que c'est vraiment déjà important de se connaître. Alors très souvent, c'est au regard de notre expérience, de notre parcours, mais aussi de nos envies. Hmm. Donc vraiment, pour moi, c'est peut-être le point de départ. Peut-être se demander effectivement, euh, bah, voilà, qui vous donne envie? Qu'est-ce qui sera important pour vous de développer au travers de cette recherche d'une situation un peu différente? Parce que c'est ça finalement qui anime la personne avant tout. Euh, Puis d'autre part, alors par contre, c'est vrai que si on regarde du côté de la littérature, en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes, hein, quand on commence à s'intéresser aux liens sociaux. Bah, la première, c'est la question de la diversité des liens. C'est vrai que bah là, par exemple, la semaine dernière, je travaillais sur la question des voisins. Hmm. J'interpellais, je me souviens, j'ai interpellé en réunion mes interlocuteurs en leur demandant, bah, vous connaissez combien de vos voisins? Et c'est vrai que j'étais assez étonné parce qu'il y avait en face de moi des gens qui avaient une grande connaissance de leur voisinage, puis d'autres pas du tout, hein. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement dans la littérature, c'est toute cette diversité de relations qui ne sont pas forcément d'ailleurs des relations très profondes, hein, qu'on peut avoir dans notre quotidien. Nos voisins, par exemple, voilà, on va pas tous chez nos voisins, on rentre pas tous dans leur habitation, etc. Dans leur quotidien, on est parfois sur des relations très ponctuelles. Et c'est ça aussi qui caractérise les liens, c'est ces micro-liens, ces liens du quotidien. Mais je parle des voisins, mais ça peut être effectivement avec tout un tas d'autres relations. C'est la diversité des relations, c'est aussi la... Alors ça, c'est un autre aspect, c'est notre capacité aussi à rentrer en relation avec des personnes étrangères. Ça aussi, Hmm. alors c'est à l'image d'une campagne, notamment au Canada, qui est intéressante sur le fait de parler dans ce quotidien à des personnes bah, qu'on n'aurait pas forcément comme ça, spontanément, auxquelles voilà, on s'adresserait pas spontanément. Donc c'est cette capacité, effectivement, dans votre quotidien, à prendre l'initiative de rencontrer des personnes. Ça, c'est intéressant en termes à la fois de prédisposition, mais aussi de volonté Hmm. de rencontre. Et puis, il y a un troisième aspect qu'on retrouve aussi très souvent dans la littérature, qui sont là, plutôt, je parlais de la quantité, la diversité, mais après, il y a la qualité des relations, c'est-à-dire vraiment ces liens profonds, ces liens dans une forme aussi le côté durable, le côté inscrit dans le temps. Donc on voit là finalement qu'il y a voilà, une réalité qui est assez variée, assez grande de ce qu'est les liens sociaux. Donc finalement on voit là que développer des liens dans son quotidien, on peut s'y prendre de différentes façons, Hmm. euh, et puis aussi en mettant au service finalement ces liens de quelque chose, un projet,
un changement souhaité. Donc, c'est une forme finalement aussi, bah, quand on est isolé, quand on est seul, de procéder par étapes, voilà, d'y aller très progressivement. Mmh. Puis surtout, alors voilà, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent aussi la question d'être accompagné, parce que c'est pas du tout simple, loin de là, hein, quand on est isolé. Alors par contre, si je reprends ton cas de figure, c'est vrai que dès lors que la personne bah, se pose la question, elle se met déjà en mouvement. Donc pour nous, ça, c'est un très bon indice, ce qu'on rencontre Mm. absolument pas souvent. La plupart des personnes isolées ne se posent même pas cette question-là. Donc Mmh. déjà pour nous, c'est un mouvement intéressant sur lequel il peut y avoir effectivement beaucoup de choses à faire et à envisager. Et puis, puis pour terminer, alors je me garderai bien de donner une injonction quelle qu'elle soit, mais c'est vrai qu'il y a énormément de... On a la chance, et ça c'est peut-être le constat qu'on a fait très très vite à la fédération, de voir à quel point le territoire, les territoires, étaient très souvent très riches en fait de ressources promotrices, de liens sociaux. Donc, voilà, autour d'une personne, il y a très souvent énormément d'initiatives, de personnes ressources, entre guillemets. Et donc, c'est vrai que je pourrais qu'inviter la personne qui est dans cette situation-là à aller à la rencontre d'autres personnes et d'être soutenue dans cette démarche. Et Mmh. l'engagement social, le fait de s'inscrire dans une initiative particulière de territoire peut être un formidable moyen bah, de se réaliser et puis de développer effectivement sa santé sociale. Mmh. Alors, moi, ce que j'entends là, finalement, c'est vraiment un mouvement. Je pars de la connaissance de moi, de ce qui me Oui, motive, de ce qui me fait du bien, etc. Et puis, progressivement, je vais me relier à plus grand que moi, à quelque oui, chose qui est extérieur et qui tout a à du fait, ouais. sens pour moi. Donc, bah, la question, encore une fois, que j'aimerais te poser, c'est à quoi, toi, est-ce que tu te relis de plus grand que toi et qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et j'imagine que tu as des moments aussi plus down, plus bas en énergie. Comment tu fais? Ah ouais, alors ça c'est intéressant. Alors moi c'est vrai que j'ai une pratique de veille, j'ai une pratique à la fois pour me challenger. Je crois que c'est aussi ça sans doute qui m'anime, c'est cette volonté et c'est peut-être aussi cette insatisfaction. C'est vrai on voit très souvent des initiatives. Voilà, qui semblent intéressantes, mais qui effectivement gagneraient peut-être en profondeur. Et ça, c'est aussi ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment cette volonté notamment dans l'approche qu'on promeut au sein de la fédération, qui est une approche scientifique, bah, de pouvoir s'appuyer à chaque fois effectivement sur bah, des approches qui ont fait leurs preuves, des données. Donc il y a ce goût, alors qui est sans doute lié à la rationalité, mais qui est aussi lié à bah, cette volonté effectivement d'effet, d'impact. C'est ce qu'on voilà. Alors au travers effectivement de mes démarches, de mes démarches prospectives, de ma veille. En particulier au niveau international, c'est souvent ce que j'ai en tête, hein, de pouvoir guider mes travaux, de guider nos recherches. Pour proposer demain bah, au public des actions qui vont changer leur vie. Parce que en fait, c'est surtout ça, c'est que je recherche pas l'accessoire, je recherche l'essentiel, je recherche effectivement à améliorer la vie des gens, à améliorer leur quotidien. Donc, et ça, on pourra avoir tendance euh, vraiment à ce côté un peu intuitif, à se dire, ben voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, je suis plutôt à chaque fois dans un regard un peu plus nuancé, en essayant effectivement de travailler un peu plus dans la profondeur. Je suis rarement satisfait, donc ce qui me pousse à aller plus loin. Voilà, et donc effectivement, je suis plutôt dans cette quête. Voilà, c'est une quête permanente D'accord. de solutions, et donc qui est très liée aussi à ma curiosité, je pense. Et puis dans les moments où je vais moins bien, où je suis plutôt un peu plus down, comme tu l'as évoqué, ben, voilà, je pense que ce qui me fait du bien, bah, voilà, c'est mes proches, c'est les liens sociaux du quotidien, cette capacité aussi
à partager. Je crois que c'est extraordinaire, hein, de pouvoir mettre des mots sur une situation qui est parfois douloureuse, qui est parfois difficile, et de savoir que ces mots sont entendus, pas jugés. C'est vrai que Mm. je pense que l'écoute, je retrouve souvent ce terme quand je travaille sur les réseaux sociaux, parce que je pense que le fait d'avoir un tiers, je crois que c'est aussi ce qui caractérise, hein, la qualité de nos relations, c'est cette capacité que vont avoir certaines personnes de notre entourage à se mettre à la bonne hauteur et effectivement avoir cette écoute qui est extrêmement précieuse. Je trouve qu'on devrait développer une société avant tout de l'écoute. Je crois que Mm. ça serait extraordinaire et formidable pour la société que l'écoute soit au cœur aussi de son fonctionnement, parce que c'est vraiment une prédisposition, une disposition qui est extrêmement précieuse pour les uns et les autres. Mm. Oui. Et alors, au sein de la fédération, alors on va peut-être prendre un moment pour la présenter et puis peut-être nous parler aussi de quelles actions vous proposez, comment elle agit au quotidien pour avoir cet impact dont tu parles. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà, ce qui nous mobilise avant tout, c'est le plaidoyer, parce qu'on est effectivement étonné. C'est peut-être le qualificatif, parce qu'on est étonné de voir à quel point la problématique est massive. 15% des Français se déclarent seuls la plupart du temps. C'est le chiffre d'une dernière étude européenne qui nous a beaucoup surpris. On est un des pays en Europe les plus marqués par la solitude chronique, jeunes et moins jeunes, personnes dans des moments de vulnérabilité. Donc une problématique massive, des impacts majeurs, que ce soit sur la santé des personnes ou sur la société, plus 27% de mortalité. On sait que c'est un marqueur, un facteur de risque particulièrement accru sur la santé des personnes, mais aussi sur la société elle-même, hein. On sait que c'est sans doute au cœur aussi de ces tensions dans la société, cette polarisation, cette méfiance de l'autre qui s'est développée ces dernières années. Donc voilà, un phénomène qui est quand même extrêmement préoccupant. Et puis le grand paradoxe, c'est effectivement un sujet qui reste encore un peu en dessous des radars, reste encore un peu euh, voilà, un peu en dessous des préoccupations finalement. Donc notre préoccupation, elle est de pouvoir porter un message fort, un message aussi qui met peut-être au cœur des discours bah, ces solutions. Cette volonté aussi de dire, ben, il y a une problématique, mais on peut agir et on peut agir efficacement. Et Mm. donc c'est aussi ça finalement notre démarche, c'est aussi de proposer des solutions. Donc à côté du plaidoyer, on a effectivement bah, le projet de diffuser des solutions, de les diffuser là aussi massivement. Donc on travaille au niveau international avec bah, nos homologues dans d'autres pays et on a repéré énormément de pratiques, de projets qui ont fait leurs preuves ailleurs. Et donc notre objectif, c'est de les proposer. Tu peux nous Là, donner par des exemple, on exemples? déploie actuellement en France un projet qui s'appelle la prescription sociale. C'est l'idée que bah, demain, votre médecin puisse vous prescrire du lien social, et pas seulement des médicaments, mais puisse demain vous prescrire carrément du lien social. Et pour ça, il faut organiser cette mécanique, il faut la penser. Donc là, on est en train de la développer dans plusieurs établissements de santé. Et c'est super intéressant. C'est un projet qui existe dans une trentaine de pays, une solution qui existe et qu'on est en train d'essaimer en France. Voilà, et donc c'est un exemple, mais on a comme ça à peu près une quarantaine de solutions bien identifiées qu'on souhaite diffuser plus largement. Et notre fédération bah, accompagne ces démarches, ces solutions dans les territoires, auprès des acteurs, etc. Donc voilà, c'est les quelques missions qu'on développe. On fait aussi voilà, de la formation, de la recherche. Mais notre préoccupation, c'est effectivement de pouvoir bah, travailler sur la problématique et puis proposer bah, des actions qui ont fait leur preuve. Mm. Mm. Vous mentionnez sur votre site, je crois, et sur ton profil notamment, cette question de santé publique, santé sociale. Quelle est Oui, la différence que tu fais entre les deux? ah, c'est une super question. Alors, bah, la santé sociale, en France, c'est pas un concept, une approche très développée. Contrairement à d'autres pays d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de l'intégrer dans le modèle de la santé. En fait, donc la santé, euh,
alors déjà, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est voilà, c'est un état on pourrait parler d'état de bien-être. Mm. Et donc la manière de l'appréhender, alors nous on parle des trois piliers de la santé physique, ça on a un peu tous l'habitude, la santé mentale, on en parle beaucoup ces derniers temps, et puis alors, il y a un troisième pilier dont on ne parle pas beaucoup, c'est la santé sociale. Alors moi le terme social, je le trouve un peu piégeant. Je préfère aussi, j'aime bien utiliser le mot santé relationnelle. C'est vrai que c'est le fait de se centrer plutôt sur la relation à l'autre, aux autres. Et ça, c'est sans doute un des aspects qui va être amené à se développer dans d'autres pays. Le sujet émerge, en France aussi. On voit qu'il y a un vrai besoin de développer la santé relationnelle. C'est sans doute un des facteurs protecteurs de la santé qui est majeur. Et tout ça s'inscrit effectivement dans le paysage de la santé publique. Et là, par exemple, à la dernière Assemblée générale de l'OMS, qui a eu lieu il y a quelques jours, fait du lien social. C'est la première décision qui est prise dans ce sens par l'Organisation mondiale de la santé, mais a fait du lien social une priorité de santé publique au niveau mondial. Et donc c'est une décision qui est sans doute historique et fondatrice en fait pour la santé publique. Alors nous ce qu'on attend, c'est que les pouvoirs publics et puis les institutions qui travaillent en France puissent s'en emparer. Euh, on est dans un rapport en santé publique, c'est ça qui est un peu étonnant, mais qui nous a sans doute un peu échappé au fur et à mesure des années, mais un rapport à la personne qui a un rapport très individualisé, individualisant, etc. Alors qu'en fait, au départ, la santé publique, c'est plutôt cette approche de la santé d'un point de vue des populations. Et finalement, la santé sociale, on a plutôt le sentiment, en tout cas moi, la perception que j'ai, c'est que ça s'est un peu perdu, ça s'est un petit peu délité, sans doute dans une époque aussi, dans un rapport à la personne qui est effectivement très individualiste. Mm. Donc là, on a l'occasion, sans doute, de revisiter un peu nos démarches et de pouvoir effectivement appréhender la personne, euh, non pas uniquement seule, mais seule mais dans son écosystème en fait. Mm. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. On est dans un moment aussi de crise, de multiples crises, où on a besoin de regarder peut-être un peu plus toutes ces réalités d'un point de vue un peu plus des interconnexions. Et il y en a. Mm. Voilà, on ne vit pas dans un environnement de façon isolée, on est interconnecté. Et Mm. donc là, au travers de la santé sociale, je trouve que sans doute une belle manière de replacer l'individu dans cet environnement relationnel. Et donc Mm. ça, c'est vraiment, je trouve, très intéressant, ouais. Mm. Alors, dans les années 60, il y a Martin Luther King qui a commencé son discours en disant I have a dream, j'ai un Oui. rêve. Et si on te laissait, pour conclure cette interview, on te laissait 30 secondes à 1 minute pour nous dire ton rêve à toi, c'est quoi à travers tout ça? Bah, mon rêve à moi, c'est peut-être, oui, de considérer l'individu réellement dans sa globalité, euh, réellement dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ses relations, dans son environnement. Et ça, je trouve que c'est sans doute voilà, l'approche qui me semble à la fois la plus efficace, parce qu'il y a ce souci d'efficacité qu'on doit garder, mais aussi la plus humaine, c'est-à-dire vraiment cette idée très très forte de regarder l'autre dans toute sa globalité, dans toute sa complexité aussi. Voilà, et ça, je trouve que c'est effectivement une belle manière de faire vivre nos pratiques, de faire vivre cet accompagnement à la hauteur de chacun, dans son moment de vie, dans sa réalité, dans son parcours. Voilà, et donc, ouais, c'est sans doute un de mes rêves en termes d'approche. Et sans doute aussi vraiment de perspective au niveau de notre société, parce je pense qu'on a besoin effectivement dans une société peut-être sans doute de remettre au cœur de ce projet de société la question de l'humain, la question de son milieu. Voilà, et donc c'est à la fois des grands discours, mais aussi beaucoup de réalités concrètes et pratiques qui doivent sans doute être visitées
je faisais une petite publication il y a quelques jours sur effectivement l'innovation. Je crois que l'innovation, elle est parfois pas nécessairement extrêmement éloignée on parle beaucoup d'innovation numérique, par exemple, mais je crois que la véritable innovation, c'est sans doute de revisiter ce qu'on fait. Regard effectivement toutes ces approches qui ont pu être développées, qui sont pleines voilà, de beaux enseignements. Je parlais de la pensée orientale il y a quelques jours. Je pense qu'on a besoin sans doute de se re-questionner, peut-être un peu plus, voilà, en étant peut-être un peu plus humble et plein de nuances. Et ça, c'est effectivement peut-être mon rêve, ouais, de projet. Voilà, donc je peux que l'espérer. Puis on y travaille très concrètement, effectivement, au cœur de cette fédération. Puis j'invite toutes celles et tous ceux voilà, qui ont envie de contribuer à ce mouvement, à nous rejoindre voilà, dans ce beau projet, parce on est ouvert aux regards différents. On cultive l'interdisciplinaire, on cultive la diversité au sein de cette fédération. Et donc, voilà, je pense que chacune et chacun peut apporter une contribution, un regard, et ça, c'est ce qu'on effectivement on recherche au sein de cette fédération. Merci beaucoup Arnaud, ça fait une très belle conclusion que nous puissions tous en humanité vous rejoindre, nous tisser des liens entre nous. Merci d'avoir été notre Merci à invité. vous. Merci à tous. Merci Jean-François pour cette co-animation et au plaisir de vous retrouver donc dans ces podcasts Me2We et voilà, vous aurez toutes les coordonnées de Arnaud Couillard de la fédération, de l'association et partagez vos questions, vos ressentis, vos envies avec joie. À bientôt. Super, super. Merci Bon, beaucoup. Merci pour ce Merci temps. Arnaud. ouais, Très merci à toi. C'était complètement, j'avais pas préparé, hein. Du coup, j'espère que ça a C'est le répondu à meilleur. vos. Ben, c'était comme ça qu'il fallait faire. C'était spontané et très, très enrichissant. C'était. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a aussi dansé avec toi parce qu'on avait Ouais, potentiellement d'autres questions et dans ce que tu disais, à la fois le fil conducteur, je pense qu'on l'avait, mais voilà. Et merci d'avoir osé comment dire, te livrer un petit peu ouais, plus. je fais pas beaucoup, mais du coup, ouais, vous m'aviez invité et c'est pas si simple pour moi, donc, mais en tout cas, j'essaie de le faire avec ce que je suis aussi, donc voilà. Mais merci pour votre écoute. Ouais, c'était vraiment. Magnifique. Alors, la prochaine étape, je vais faire le montage. Bah, merci beaucoup, ouais. Voilà. Et puis, si tu souhaites, est-ce que tu veux le visionner avant qu'on le publie ou est-ce que tu veux qu'on publie et ça te convient comme ça? Oh, bah, vous pouvez publier, hein. Non, non, mais je vous fais grande confiance, puis j'ai rien à retirer personnellement, donc Ok. voilà, Super. soyez efficace et surtout, voilà, c'est en fonction de vos besoins aussi. Voilà. Ce que j'ai envie aussi, parce que tu l'as pas dit, puis j'ai pas voulu aller plus loin après la conclusion, c'est il y a un événement en juillet, il y a des, comment dire, des interviews, des webinaires que vous organisez. Si tu as peut-être deux, trois mots qu'on puisse mettre à la fin Ah, bah ou oui. en incrustation, tu vois, pour quand même que Le ça lien, tout promeuve ça. un peu la fédération et ses actions. Ah oui, oui. Bah, Ouais, on a d'ailleurs, je vous y invite, hein, si vous le souhaitez, je serais ravi de vous rencontrer. On a nos rencontres nationales c'est ça, qui à ont lieu Lyon le le 8 octobre. Ah ouais, on est très heureux parce qu'on accueille des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne. Il y a beaucoup d'experts aussi de toute la France qui viennent nous rencontrer. Donc, c'est le 8 octobre à Lyon. Je vous enverrai les c'est ça. éléments. Ouais, et puis, avec grand Oui, plaisir avec pour joie. se voir à cette Comme ça, occasion. ce serait aussi une façon de le promouvoir. Bah Oui. oui, oui. Euh, Bah oui, oui. Soit, Puis je pense que nous, on espère que ce temps soit aussi au service des uns et des autres, hein, de toutes ces initiatives, et vous en faites mm, partie, qu'on observe, qu'on voit, et qui sans doute gagnerait encore à être encore plus visible, plus lisible. C'est là, on va lancer une plateforme dans quelques mois, on y travaille actuellement, qui va aussi peut-être encore renforcer la visibilité de toutes ces démarches. Et donc, voilà, vous en faites partie, en tout cas. Donc, Merci. écoute, Merci. moi je viens de regarder, je suis disponible le 8 octobre. Je sais pas si tu l'es aussi, Alors Émilie. avec attends, grand du coup, plaisir. Ce Bah, la serait, rencontre est gratuite. Alors, il faut se déplacer, bien entendu, mais ouais, mais voilà. on sera C'est- très heureux de vous rencontrer à cette occasion-là. Ouais, ça va être on est très, très, plusieurs jeux. Je fais d'ailleurs, je m'articule à ce que vous évoquez dans votre ouvrage, mais voilà, je pense qu'il y a aussi pour nous, là, dans le cadre de cet événement, une volonté d'approche systémique. C'est vrai qu'on
on va parler le thème de ces journées, c'est les crises. Comment le lien social peut être finalement aussi un levier face à toutes ces crises. Et donc, on est vraiment préoccupé, ouais, de pouvoir mettre ça vraiment en écho avec ce qu'on constate dans notre quotidien, puis aussi les enjeux du moment, parce que c'est sans doute, ouais, nous, on parle de ce lien comme un levier, quoi, parce on a un peu tendance à le présenter comme un peu comme la cerise sur le gâteau, quelque chose d'un peu accessoire, mais non, en fait, je pense que c'est bien plus que ça. Donc on avance avec cette préoccupation, et là, on a la chance, ouais, d'avoir Pablo Servigne Ah ouais, qui va ouvrir les rencontres. vous y allez fort. Ouais, bah ouais, on a trouvé. Alors, c'est pour ça que tu parlais d'engagement, parce que là aussi, alors nous, on essaye d'avancer de façon, on va dire, un peu nuancée. Mais derrière la fédération, il y a des questions d'engagement, et c'est cette volonté-là d'un positionnement clair, en particulier là, dans le cadre des prochaines échéances électorales qu'on veut avoir. Et donc, à l'issue de ces rencontres, on aura un livre blanc qui va sortir. Avec aussi des positionnements politiques au sens Oui. d'engagement. Et ça, pour moi, c'est important. Je veux vraiment faire vivre ça au sein de la fédération, parce que voilà, on a tendance aussi parfois à l'éviter quand on est vraiment un acteur comme nous, un peu institutionnel, etc. Mais je trouve essentiel dans l'époque actuelle de donner une ligne directrice claire. Et c'est ce qu'on veut essayer d'incarner le mieux possible. Voilà. Donc, ouais, Pablo, alors on va tâcher un peu de lui dire voilà, De voilà, toutes ces nuancer. nuances. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, il y va un peu fort. Mais en tout cas, ouais, ouais, non, on a de très beau. Il y a Jean-Baptiste Richardier aussi, qui est le cofondateur d'Handicap International, qui a souvent aussi des engagements très, très forts. Mais ouais, mais je crois que c'est aussi ça, tu vois, je pense les questions qui nous animent. En plus, dans la société actuelle, voilà. Après, c'est comment on fait passer les messages, comment on les relaie, comment on les porte. Je crois que c'est aussi ça qui doit nous préoccuper. Mais en tout cas, l'engagement est là. C'est génial, Bravo. génial, Vraiment bravo, Ouais. super. bravo. Merci beaucoup. Bah, Merci je vous à dis toi, Merci Arnaud. à C'était à toi. un bientôt, puis plaisir. au Oui, Oui, plaisir oui, à d'échanger, très hein. bientôt. Et on oui. reste en contact sur LinkedIn dans tous les cas. À bientôt. Merci Arnaud. À bientôt, Au Arnaud. revoir. Au revoir.